De février à juin 1848, Paris est en ébullition. De ces événements extrêmement complexes naîtront la Deuxième République. Le 22 février 1848, 4 amis, poètes, musiciens, se rendent sur les Champs-Élysées ou au début des Champs-Élysées, plus exactement place de la Concorde, pour voir comment se déroulent ces événements de février 1848. Et ils vont assister ce jour-là à un drame absolu, comme évidemment ces événements vont en connaître beaucoup. En effet, alors qu'ils s'enquièrent de la situation de l'autre côté de la Seine, les étudiants se sont attroupés autour du Palais Bourbon et sur la place de la Concorde, des émeutiers sont là en nombre. L'un des 4 amis, Charles Toubin, va raconter cet événement tragique dont ils sont le témoin. Ils sont donc 4, Toubin, Promayeur, Baudelaire et Courbet. Et il nous raconte donc que, descendant les Champs-Élysées, une petite troupe de gardes municipaux à cheval avance. Ils ne chargent pas, mais ils sont à petit trot, de manière à disperser la foule qui commence à se masser sur la place de la Concorde. Et ils ont le temps d'échapper à cette charge légère ou de se réfugier, ce qui est le cas de nos 4 témoins, sur des parapets qui se trouvent le long de la place. Ils allaient s'enfuir, cherchant le moment où éviter les gardes municipaux à cheval pour quitter la place, lorsque descend une nouvelle troupe, à pied cette fois, de gardes municipaux qui descendent les Champs-Élysées et qui, eux, avancent au pas, le fusil en avant, baïonnette au canon. Et c'est là que le drame survient. Ça pourrait toucher au burlesque la façon dont il nous raconte cela, mais un des révolutionnaires, qui, précisons-le, n'est pas armé, est poursuivi par 2 gardes municipaux sous les yeux de ces 4 témoins à quelques mètres, et pour tenter de leur échapper, il tourne à plusieurs reprises autour d'un gros arbre, poursuivi par ces 2 municipaux, et il fait un faux pas, il glisse, il tombe. Et à ce moment-là, l'un des 2 gardes municipaux empoigne son fusil et d'un coup de baïonnette lui transperce la poitrine. Émotion considérable parmi nos 4 témoins, évidemment, mais ils sont obligés même de secourir un ouvrier qui est à côté d'eux et qui est pris de panique. On est obligé de le raccompagner chez lui, il ne tient plus debout. Baudelaire et Gustave Courbet vont, eux, se rendre tout de suite dans l'un des journaux qui soutiennent cette révolution, des journaux partisans de la République, pour dénoncer évidemment ce fait divers, si on peut dire, dont ils viennent d'être les témoins. Le lendemain, nous dit-on, c'est toujours Charles Toubin, l'un des 4 protagonistes, il retrouve Gustave Courbet qui, seul, est à l'intérieur de la grande salle du café de la Rotonde. Il est en train de fumer sa pipe devant une chope de bière. Ce seront les caricatures bien connues qui rendront célèbre Gustave Courbet dans cette attitude du franc-comtois qu'il est resté et qu'il entend manifester avec le fort accent en plus qu'il a conservé. Il réfléchit, Gustave Courbet, à cette fin février, il réfléchit au peuple de Paris qui tout d'un coup est devenu républicain. Tous ces gens qui tout d'un coup se sont coalisés pour mener cette révolution. Gustave Courbet écrit à ses parents qu'il ne participera pas à ces événements-là, même si à la toute fin du mois de juillet, il explique qu'il en a pris conscience. Ce sont des événements vraiment extrêmement marquants, et il nous dit d'ailleurs que toutes les exactions dont il a été le témoin, ils sont dignes des pires moments de l'histoire de France. Il dit même pire que la Saint-Barthélemy. C'est donc qu'il a été marqué par ces faits. Mais il nous dit, dans le même temps, dans la même lettre à ses parents, que lui ne fait pas de politique. Lui,
il fait de la peinture. Et il déclare d'ailleurs qu'il n'aime pas et qu'il ne conçoit pas ni la guerre au fusil ni la guerre au canon. Il nous dit que la seule guerre qu'il mène, et qu'il mène depuis 10 ans, c'est une guerre d'intelligence. En 1849, après avoir passé quasiment 10 ans à Paris, enfin entre Paris et sa Franche-Comté, parce que tout au long de sa vie, Gustave Courbet revient très régulièrement en Franche-Comté, dans sa famille. Et donc en 1849, il revient à Paris, mais cette fois-ci pour y rester un peu plus longtemps que les séjours qu'il pouvait opérer lorsqu'il était à Paris. Il est monté à Paris, il avait une vingtaine d'années. Son père, Régis Courbet, voulait faire de lui un polytechnicien et puis ensuite, éventuellement, un juriste. Et il s'est bien résigné à voir son fils devenir artiste. Il faut dire que Gustave Courbet sollicite le soutien de son père très régulièrement et il déclare dans l'une de ses lettres, autour de 1845, qu'il se donne 5 ans pour frapper un grand coup, pour faire une œuvre qui va définitivement l'installer comme un peintre incontournable sur la place de Paris. 1849, on est donc peu ou prou au terme de ce délai que Courbet lui-même s'est donné. Il s'installe à Ornans, il retrouve ses amis, sa famille, les territoires qu'il connaît bien, qu'il parcourt à pied, les 25 km entre Besançon et Ornans, sa ville natale, là où sont installés ses parents. Eh bien, c'est quelque chose, 25 km, qui ne lui fait pas peur de parcourir à pied. Et donc il arrive à Ornans et il va se voir proposer par la famille d'occuper l'ancienne maison de ses grands-parents maternels, décédés peu de temps auparavant. Ça tombe bien, il s'installe dans cette maison-là qui dispose d'un vaste grenier que Gustave Courbet va aménager en atelier. Et c'est dans cet atelier-là que les premiers chefs-d'œuvre de Gustave Courbet vont naître. Évidemment, il ne faudrait pas balayer, soustraire de la création de Gustave Courbet les œuvres de la décennie 1840. Il y a des portraits magnifiques. Mais ici, une rupture s'opère à Ornans en 1849. Gustave Courbet devient le peintre radical que l'on connaît, celui qui va être le représentant éminent en France de ce nouveau mouvement qu'est le réalisme. Déjà, il a réalisé, peu de temps auparavant, une œuvre maîtresse, l'après-dîner à Ornans. Mais cette œuvre est encore empreinte d'un sujet relativement conformiste. D'ailleurs, elle est bien accueillie à Paris, alors que celle qu'il va créer à partir de son installation à Ornans en 1849 vont prendre une tournure beaucoup plus radicale. D'ailleurs, Courbet nous le dit. Il le dit qu'il faut désormais s'encanailler, encanailler l'art. Un peu plus tard, il dira « il faut que je mène une vie de bohème ». Et il va porter une attention tout à fait particulière à ce qui l'environne. Les paysages, évidemment, mais aussi les acteurs, les amis qu'il retrouve dans ces paysages-là. L'œuvre maîtresse, celle qui va, évidemment, lorsqu'elle sera présentée à Paris, après avoir été présentée à Ornans et à Besançon, c'est l'enterrement à Ornans. C'est elle qui va déchaîner les passions. Mais juste avant de créer cet enterrement à Ornans, il y a une autre œuvre magistrale de Gustave Courbet, malheureusement disparue, puisqu'elle était dans les collections d'un musée à Dresde en 1945. La ville a été bombardée, l'œuvre, on le suppose, a été détruite. Il nous reste simplement 2 esquisses et une reproduction de cette œuvre, Les Casseurs de pierre. En quoi celle-ci impose-t-elle une rupture, quelque chose, je dirais, de radical? Eh bien, c'est déjà le changement de sujet. Jusqu'à présent, il y avait presque toujours un commanditaire à l'œuvre. Il s'agissait de répondre à la demande d'un puissant qui payait l'œuvre et qui demandait à ce que l'on représente un anniversaire, un couronnement, un défilé, une victoire, que sais-je. Ici, plus de mythes, plus de ces histoires à raconter avec
des choses qui viennent enjoliver la réalité. Non, c'est une réalité brute que Gustave Courbet veut proposer. Et en cela, il explique très bien, dans une lettre à son ami V, ses intentions. Il décrit l'œuvre et il explique en quoi cette œuvre des casseurs de pierre marque une rupture dans sa création. Il est important de considérer que Gustave Courbet, avec cette œuvre-là, fait œuvre en quelque sorte de pionnier du journalisme, ou plus exactement du reportage. En effet, je le disais tout à l'heure, si auparavant il y avait toujours un commanditaire, ici il n'y a plus de commanditaire. L'artiste nous propose quelque chose qu'il a vu réellement, des faits avérés, comme le fera un peu plus tard le reporter, qui va naître à partir des années 1860-70 avec le développement des journaux. Et donc, il nous propose cette réalité à nous, observateurs, de construire un récit, de comprendre. D'ailleurs, c'est tout ce qui fait problème dans ces œuvres, que ce soit ces casseurs de pierre ou l'enterrement à Ornay, puisque quelque part, encore plus dans l'enterrement que dans les casseurs de pierre, nous sommes devant un récit inintelligible au premier abord. C'est à nous de faire le travail de comprendre ce que Courbet nous montre, ce que l'on veut bien voir. Et ce qu'il nous montre en 1849, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir à Paris. C'en est fini de la période révolutionnaire. On est déjà passé à autre chose. Et nous montrer dans une œuvre 3 mètres par 2,20 mètres de haut, imaginez, ce sont des casseurs de pierre, grandeur nature, avec un cadrage serré sur ces deux personnages-là et sur la pauvreté, sur la misère, sur le labeur. Ainsi, avec cette œuvre, Les casseurs de pierre, en 1849, Gustave Courbet marque l'avènement de ce nouveau mouvement qui sera le réalisme et qu'il aura l'occasion, pendant plusieurs décennies encore, de développer le sens. Pour bien comprendre d'ailleurs l'œuvre de Gustave Courbet, il faut se référer, et c'est pour cela que nous allons vous lire un extrait d'une des lettres de Gustave Courbet dans laquelle il évoque cette œuvre-là. Il faut lire les textes de Gustave Courbet. On a dit parfois Gustave Courbet, illettré, n'aimant pas la littérature. Bien. D'abord, il avait comme ami de nombreux écrivains, poètes. Ensuite, il a été au collège royal. Et on a même le témoignage de ses enseignants. On a même certaines de ses rédactions. Et surtout, témoignage extraordinaire, tout au long de sa vie, il ne va cesser d'écrire. Plus de 600 lettres, de très nombreux récits, témoignages, histoires qui accompagnent son œuvre et qui nous permettent de la comprendre. Donc en 1849, il nous propose un témoignage vrai de ce qu'il voit dans la campagne franc-comtoise. Je le disais, en cela, il préfigure, mais avec d'autres, ce mouvement qui va être celui des reporters qui vont nous donner à voir des choses, charge à nous de les interpréter, de les comprendre, d'en créer un récit, comme Géricault, dans une œuvre, évidemment il n'avait pas été témoin des faits lorsqu'il peint le radeau de la Méduse, mais déjà il nous donnait un récit et des faits à observer sans qu'il y ait de commanditaire. Ornans, le 26 novembre 1849, à Francis et Marie Veil. Chers amis, j'avais pris notre voiture, j'allais au château de Saint-Denis faire un paysage. Proche de Mézières, je m'arrête pour considérer deux hommes cassant des pierres sur la route. Il est rare de rencontrer l'expression la plus complète de la misère. Aussi, sur le champ m'advint-il un tableau. Je leur donne rendez-vous pour le lendemain dans mon atelier et depuis ce temps, j'ai fait mon tableau. Il est de la même grandeur que les soirées à Ornans. Voulez-vous que je vous en fasse la description ? Là est un vieillard de 70 ans, courbé sur son travail, la masse en l'air, les chairs hâlées par le soleil, sa tête à l'ombre d'un chapeau de paille. Son pantalon de rude étoffe est tout rapiécé. Puis, dans ses sabots fêlés, des bas qui furent bleus laissent voir ses talons. Ici, c'est un jeune homme, à la tête poussiéreuse, au teint bis,
Sa chemise dégoûtante et en lambeaux lui laisse voir les flancs et les bras. Une bretelle en cuir retient le reste d'un pantalon et les souliers de cuir boueux rient tristement de bien des côtés. Le vieillard est à genoux, le jeune homme est derrière lui, debout, portant avec énergie un panier de pierres cassées. Hélas, dans cet état, c'est ainsi qu'on commence, c'est ainsi qu'on finit. Par-ci, par-là, est dispersé leur attirail, une hotte, un brancard, un fossoir, une marmite de campagne, etc. Tout cela se passe au grand soleil, en pleine campagne, au bord d'un fossé d'une route. Le paysage remplit la toile. Oui, monsieur Pess, il faut encanailler l'art. Il y a trop longtemps que vous faites de l'art bon genre et à la pommade. Il y a trop longtemps que les peintres, mes contemporains, font de l'art à idées et d'après les cartons.